Non mais Macron, il a encore dit des conneries, il a mal parlé à des gens. Moi je me demande à un moment si c'est pas une stratégie. Alors il dit tellement de dingueries qu'on a peur que Marine Le Pen passe, du coup on se sent obligé de voter pour lui. Ouais, mais ce barrage en mousse quoi, et c'est nous qui sommes obligés de forcer derrière à cause de cet abruti. Bon, les bulletins de vote, là, ça y est, c'est compté, recompté, décompté, on a fait tout ce qu'on a pu, mais c'est fini, là. Attends, peut-être qu'ils vont retrouver chez Jadot, Roussel ou Hidalgo des bulletins de vote Mélenchon non décomptés dans des sacs en plastique cachés dans les chasses d'eau. Ils voulaient vraiment pas qu'ils gagnent. Ouais, mais ils vont le payer, ça, parce que regarde, Jadot, il est bien dans la merde. L'écologie a besoin dès ce soir de votre soutien financier pour poursuivre ses indispensables combats. Je vous invite à vous rendre sur le site soutenirlécologie.fr pour faire un don. Il ne faut pas donner un seul centime à Monsieur Jadot. Non mais t'abuses, il a fait sa campagne, ok, il s'est planté, mais bon, ça va. Il ne faut pas donner un seul centime à Monsieur Jadot. En pariant contre les chances de Jean-Luc Mélenchon d'arriver au second tour, le PS, le PCF et Europe Écologie Les Verts n'ont pas seulement fait perdre la gauche, ils nous ont exposés sciemment au second tour que nous allons bientôt devoir affronter. Un second tour incertain, bien plus incertain qu'en 2017. Disons-le autrement, en refusant la stratégie du barrage au premier tour, ces partis, leurs appareils et leurs dirigeants nous ont exposés au risque de voir finalement Marine Le Pen remporter cette élection cruciale. Alors je recommence à cet endroit du film, il ne faut pas donner un seul centime à Monsieur Jadot. Bon, après, c'est vrai que ces partis de gauche ont une responsabilité dans cette histoire, et ça date pas de cette seule présidentielle. L'extrême droite a patiemment mené depuis des années une véritable bataille idéologique, et elle a fini par imposer à tout le champ politique ses thèmes, ses thèses, ses mots. 2015 a été une année charnière dans cette lente conquête des esprits. Le choc que les attentats de Charlie Hebdo et du 13 novembre ont causé à l'équipe qui dirigeait alors le pays a laissé beaucoup de traces. C'est à la suite de ces tueries que le gouvernement socialiste a lancé 2000 perquisitions contre des musulmans, des perquisitions dont beaucoup ont été dénoncées comme arbitraires, on a envoyé des enfants dans des commissariats parce qu'ils n'étaient pas assez Charlie, et François Hollande a fini par proposer la déchéance de nationalité avant de se raviser. Bref, tout le monde a un peu pété un câble à ce moment-là, surtout au PS. Ouais, et c'est à cette époque-là que va se créer le Printemps républicain. Le Printemps républicain, c'est un lobby intello dont le cœur de métier est d'être à l'avant-garde islamophobe de la gauche et de répandre dans le champ politique et médiatique tout un vocabulaire qu'on connaît bien maintenant. Communautarisme, indigénisme, universalisme. Sous prétexte d'un hommage à Charb, Caroline Fourest s'était par exemple rendue place du colonel Fabien, à l'invitation de Fabien Roussel. Elle a saisi l'occasion pour y dérouler un discours très politique. Un discours qu'on entend beaucoup depuis 7 ans et qui vise à critiquer les gens de gauche, soi-disant complaisants avec les intégristes, complices des islamistes. Qui sont là pour noyauter, pour renverser les mots, pour renverser les responsabilités, pour nous faire culpabiliser d'être quoi ? D'être laïque, d'être féministe, d'être universaliste et d'être antiraciste. Il y a une chose à faire tout de suite, immédiatement, sans attendre, pour ne plus leur faire ce cadeau. Cessons d'utiliser le mot islamophobie. Mais définitivement, ce mot est bigot. Ce mot est piégé. Cette guerre des mots nous a rendus perméables au discours d'extrême droite. On ne pouvait plus combattre les discriminations puisqu'on ne pouvait même plus les nommer. Comment lutter contre les formes modernes du racisme si même les partis de gauche reprennent les mots et le cadrage qui les accompagne ? On a besoin d'en parler entre nous et de se serrer les coudes et de défendre ces valeurs qui nous sont chères, universalistes, et cette république laïque dont j'ai parlé au début. Bon, vous allez nous dire, laïcité, universalisme, à la base, ça craint pas comme mot. Mais depuis quelques années, on voit très bien comment ils sont utilisés et surtout contre qui. Et si nous on a capté, vous vous doutez bien que les musulmans devant leur télé, ils voient le truc à des kilomètres. Hein. Maintenant, ils ont l'habitude. Quand Hidalgo parle de la gauche universaliste et laïque, ils sentent bien qu'ils vont pas être invités. Ouais, et quand Roussel parle des franges radicalisées des quartiers périphériques que draguerait Mélenchon, bon pareil, ils sentent bien qu'on parle d'eux et ils sentent bien qu'on les insulte aussi, je crois. Pendant des années, des gens comme Fourest, Valls ou des journaux comme Marianne ont fait pression sur toute la gauche pour qu'elle adopte cette ligne. Obsédés par les frères musulmans, les indigènes de la République, ils nous disaient qu'avec cette ligne, la gauche pourrait à nouveau parler au peuple et donc faire de gros scores. Roussel et Hidalgo les ont crus. Et Jean Lassalle, 3,2%. Voilà, et puis 2,5 pour Fabien Roussel, Anne Hidalgo 1,9. C'est con ça. Ils avaient fait tout bien comme il fallait, ils avaient suivi tous les conseils de Raphaël Enthoven, et malgré ça, le Printemps républicain a appelé à voter Macron dès le premier tour. Bah faut dire que chez Macron il y a du lourd, hein. Niveau islamophobie, il a très vite apporté des preuves concrètes. Il y a eu la loi séparatisme, la loi sécurité globale, Blanquer avec son colloque contre le wokisme, Vidal qui fait la chasse aux islamo-gauchistes à l'université, Darmanin qui a parlé d'ensauvagement et qui trouvait Le Pen trop molle précisément sur les questions de laïcité. Faut vous reprendre
prendre des vitamines. Vous n'êtes pas assez dur, je trouve, là. Hein. Et on vous parle même pas de Marlène Schiappa, de Sarah El Haïry. Ah, moi, je parlerais bien de Sarah El Haïry. Non, t'abuses, on est déjà déprimé là. Je pense qu'on peut pas comprendre à quel niveau de médiocrité on en est arrivé sans prendre en compte le fait que Sarah El Haïry soit secrétaire d'État dans un vrai gouvernement d'un vrai pays. Et elle a des pouvoirs. Hein. Donc on va s'écouter la vidéo de Sarah El Haïry qui parle du vrai périple qui nous menace. Un périple mortifère. Un périple absolument mortifère. Quand vous prenez la woke, quand vous prenez finalement la cancel culture, ça dit quoi? Ça dit tu n'es rien d'autre que la victime d'un système. La France est raciste. Il faut enlever les traces de cette histoire alors même que c'est la négation d'une histoire transmise, héritée. La réponse à ça, la réponse au wokisme, la réponse à la cancel culture, c'est une histoire plus forte, des repères imposés, posé, transmis. Bon, là vous avez bien compris, hein. Il faut pas se battre contre le racisme, parce que ça c'est la woke, c'est pas bien. Il faut par contre imposer des repères forts aux enfants, historiques, donc ça veut dire bourrer la tête aux gosses avec du récit national. Voilà, sinon c'est un périple mortifère. Non bon, ça suffit. Pour compenser, je propose qu'on se fasse un shot de woke et qu'on se mette 10 minutes de Sandrine Rousseau. Ah, c'est marrant que t'en parles, parce que figure-toi que j'ai mis de côté un extrait de Sandrine Rousseau. Ah. Évoqué par Sarah El Haïry sur Sud Radio. Moi, ce que je vois, c'est que les propos de Madame Rousseau, en fait, ils s'ancrent dans une pensée beaucoup plus profonde. Ça s'appelle la woke. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que tu vas chercher la différence, la blessure pour aller opposer les gens et les mettre en exergue. Ça te met en exergue, toi, la woke? Bon, je sais pas, j'en ai jamais écouté. Bah, y en avait dans les meetings de Yannick Jadot. Est-ce que vous êtes chaud pour quelques bons morceaux de bonne woke? Et donc c'est ça la woke qui nous met en exergue et nous divise. Bah je sais pas, t'aimes bien toi? Bah non, c'est nul. Bah moi j'aime bien. Ah ouais. Ça nous divise. Bon bref, tout ça pour dire que dans l'équipe de Macron aussi, on parle comme l'extrême droite, on parle avec l'extrême droite d'ailleurs, et tout ça a largement participé à brouiller tous les repères. Et c'est la gauche qu'ils ont fini par diaboliser. On serait wokiste, on serait indigéniste, machin, on serait un péril pour la République, c'est nous. Enfin plus en ce moment, hein, parce que là on a 2 semaines de répit, parce que Macron il a besoin des voix qui sont portées sur Mélenchon au premier tour pour espérer gagner. Du coup il parle plus de la gauche de la même façon. Il y a 2 ans, voilà comment Marlène Schiappa décrivait Mélenchon. Moi j'observe que Jean-Luc Mélenchon, qui auparavant était un républicain, me semble maintenant manifestement tiraillé entre une ligne républicaine qui survit tant bien que mal dans la France insoumise et une ligne indigéniste. Si Mélenchon persistait dans cette ligne indigéniste, Schiappa prédisait à la France insoumise un échec électoral cuisant, le tout en utilisant des éléments de langage que vous avez déjà entendus dans cette vidéo. Vous allez voir, ça va vous dire quelque chose. Je pense que c'est une erreur de Jean-Luc Mélenchon et je pense que électoralement et politiquement, je pense que ça va lui coûter cher. Parce qu'on ne peut pas dire à la fois la République c'est moi et en même temps utiliser des mots comme islamophobe après que Charb ait été tué dans les conditions dans lesquelles il ait été tué. Sauf qu'aujourd'hui, les éléments de langage ont changé. Schiappa dit qu'on peut tous se retrouver sur des valeurs finalement. Ça a phosphoré dans les groupes WhatsApp des macronistes, puisqu'on retrouve les mêmes mots le soir même dans la bouche de Richard Ferrand. Moi qui suis un homme de gauche, eh bien je sais très bien que nous avons des idées différentes, mais des valeurs communes. Apparemment, ils commencent à stresser, les macronos. Le vote Union Populaire, évidemment, c'est un réservoir de voix considérable, sauf que Macron a tellement énervé tout le monde pendant 5 ans que c'est un vote qui va être difficile à aller chercher. Regardez cette enquête publiée dans l'Express. Ceux qui ont voté Mélenchon sont très divisés. Il y a un tiers qui veut s'abstenir, un tiers qui veut voter Macron et un tiers qui veut voter pour la Le Pen. Bon, l'enquête elle est à prendre avec des pincettes, hein. Elle prend en compte que les enquêtés certains d'aller voter et fixés sur leur choix. Mais il y en a quand même qui veulent aller voter Le Pen, c'est dingue! C'est quoi ça? Qu'est-ce qui va pas chez vous là? Oui, Macron c'est pareil que Le Pen, de toute façon. Bah alors, vous aimiez déjà pas Macron, pourquoi vous aimeriez Le Pen? Alors il y en a pour qui ce serait une stratégie. L'idée c'est soit de faire élire Le Pen pour stimuler le mouvement social, ou alors de se dire que si elle est élue, de toute façon elle aura pas la majorité à l'Assemblée et ce sera bien fait pour Macron. Alors excuse-nous, Sun Tzu, l'art de la guerre pour les nuls, mais quand tu votes pour l'extrême droite et que tu élis l'extrême droite, à la fin au pouvoir ce que t'as c'est l'extrême droite. Hein, faut pas chercher plus loin Machiavel. Quand l'extrême droite gagne l'appareil d'État, l'extrême droite se sert de tous les outils de l'État pour justement réprimer toutes les manifs, museler toutes les oppositions, y compris celles de l'Assemblée. Les équipes de Le Pen, des néo-nazis, d'anciens du GUD, des gars avec des tatouages chelous, vont prendre progressivement le contrôle de l'administration, de la diplomatie, des préfectures, de la police. Ils vont démanteler la justice, s'attaquer à la presse, aux intellectuels, aux syndicats, bref à tout ce qui ressemble plus ou moins à un contre-pouvoir. C'est le principe du fascisme. Macron il ignore, il méprise, il court-circuite les corps intermédiaires, mais il les a pas tous démantelés. Prenons un exemple qu'on connaît bien, la presse. Même vous, d'ailleurs, vous regardez une chronique sur Mediapart, là. Mediapart, Macron, il aime pas trop. Mais au bout de 5 ans de Macron, Mediapart est toujours là.
Et pas sûr que ce soit le cas après 5 ans de Le Pen. Dans son programme, par exemple, il est question de privatiser le service public de l'audiovisuel. Qui va racheter ça? Et si c'est Bolloré et qu'on se retrouve avec Hanouna à la tête de France Télé et Geoffroy Lejeune à la tête de Radio France, on fait quoi? Et puis même le groupe Bouygues, par exemple, qui possède TF1 et LCI. Ce groupe, il vit des commandes publiques pour toutes ses affaires dans le BTP. Ça veut dire que s'il vit des commandes publiques, il ne peut pas se fâcher avec l'État, avec l'administration. Donc va y avoir quelques remaniements si Marine Le Pen arrive au pouvoir. Ouais, si Marine Le Pen passe, au bout de 6 mois, tout le paysage médiatique va finir par avoir des airs de CNews. Demandez aux Hongrois comment ça s'est passé chez eux. C'est important de mettre au pas les médias. Tu peux même garder un système d'élection si tu fais ça bien. Les récentes législatives hongroises l'ont prouvé, 6 partis, de la gauche à l'extrême droite, s'étaient alliés contre Orban derrière un candidat unique. Et ben Orban a quand même gagné et entame maintenant son 4e mandat. L'opposition aura bénéficié en tout et pour tout de 5 minutes de temps de parole sur les chaînes publiques et toutes les autres chaînes sont de toute façon contrôlées par de grandes fortunes proches du pouvoir. Difficile de gagner une élection dans ces conditions, le système est verrouillé. Et je poserai justement la question à Marine Le Pen tout à l'heure. Vous savez, elle est mon invitée à 8h30 et c'est vrai qu'elle l'a immédiatement félicité et qu'elle a toujours revendiqué sa proximité avec Viktor Orban. Viktor Orban est une vraie source d'inspiration pour Marine Le Pen. Elle s'affiche avec lui, elle parle avec lui et du coup son programme pour la France ressemble beaucoup à ce qu'a fait Orban en Hongrie. Il a réformé la Constitution pour donner tous les pouvoirs au parti majoritaire. La Commission européenne lui reproche ses atteintes au principe de l'état de droit, le manque d'indépendance du pouvoir judiciaire, la mainmise sur les médias, la stigmatisation des minorités, en particulier des LGBT. Orban a rassemblé nationalement autour des valeurs familiales, du travail, de l'amour de la patrie. Ouais, et puis il a aussi réformé la Constitution pour avoir les mains libres. Et c'est aussi ce qu'a prévu de faire Marine Le Pen dès son arrivée à l'Élysée. On a appris dans le Canard enchaîné en 2017 qu'elle avait un plan à l'époque qui consistait à dissoudre l'Assemblée, réformer le mode de scrutin en inventant un système avec une fausse proportionnelle intégrale qui accorderait une prime de 30% au premier, donc une majorité automatique qui renverrait tous les autres partis dans l'opposition. Ah ouais, donc c'est pas du tout une proportionnelle intégrale. L'opposition serait proportionnelle, mais elle aurait tous les autres bancs, une majorité pour peu qu'elle ait gagné une élection. Ce qu'elle peut faire dans le contexte. Ah ouais, donc tu veux dire que la stratégie de voter Le Pen pour lui imposer une cohabitation à l'Assemblée, en fait ça marche pas? Bah ouais, peut-être que la meilleure stratégie c'est juste de tout faire pour qu'elle arrive pas à l'Élysée, point. Surtout avec ce régime débile où le président a tant de pouvoir, le président peut nommer les préfets par décret, il peut gracier les prisonniers, avec Le Pen on sait tout à fait qui va être relâché dans la nature d'ailleurs, il peut diriger notre diplomatie, il peut déclarer des guerres, il peut dissoudre l'Assemblée et nommer beaucoup de hauts fonctionnaires, faire pression pour nommer des procureurs, etc. etc. Ça fait beaucoup de pouvoir, surtout pour quelqu'un qui a un programme néofasciste comme Marine Le Pen. Son projet, on le connaît parce que c'est écrit noir sur blanc dans son programme, c'est d'éteindre à petit feu toute vitalité démocratique dans ce pays. Alors pour la démocratie, elle dit qu'elle va faire des référendums qui sera plus démocratique. Mais vous comprenez bien que le projet du référendum, c'est d'utiliser la légitimité du référendum justement pour péter toutes les autres institutions. Pourquoi on s'emmerderait avec un conseil constitutionnel? Pourquoi on s'emmerderait avec le moindre des contre-pouvoirs quand la leader suprême a l'onction du peuple? Et enfin, on va la rappeler parce qu'apparemment les gens ont oublié, le projet du Rassemblement National, c'est un projet raciste, un projet de soumission des minorités. Le projet, c'est de les cantonner à un espèce de statut de sous-citoyen. Les violences racistes vont se multiplier, que ce soit celles de la police qui vont être systématiquement couvertes, voire encouragées, et la violence des fachos des rues, pareil, va se démultiplier, on va atteindre un degré d'intensité qu'on ne connaît pas encore, même si je suis d'accord, aujourd'hui c'est pas terrible. De toute façon, c'est un changement de régime. Ça s'appellera peut-être toujours la République, mais ce sera clairement plus la même. Il y a une différence de nature entre Le Pen et Macron. Alors oui, Macron c'était déjà horrible, et on se dirigerait avec lui vers 5 années difficiles qui vont sans doute encore dégrader notre vie démocratique et notre modèle social. Mais c'est sans commune mesure avec ce qui nous attend si Marine Le Pen s'empare ne serait-ce que de l'Élysée. Donc on se concentre. Oui, Macron, on peut plus le voir, mais on peut encore lui dire ça, et on peut lui dire en face. J'ai jamais vu un président de la 5ème République aussi nul que vous. Toutes les casseroles que vous traînez derrière, que ce soit l'affaire Benalla, MCSC, Colère, votre petit copain là, secrétaire général. Vous, ça se mélange quand même beaucoup dans la tête. Avec Le Pen, c'est fini, ce genre de truc. Donc on va voter Macron. C'est pas agréable, ça fait mal, on va sûrement pleurer un petit coup dans l'isoloir, et puis il va falloir battre le pavé. Il va falloir continuer ce travail d'opposition toute l'année. Ouais, mais de toute façon, moi, depuis que j'ai 16 ans, j'ai que des présidents à la con, et je fais que des manifs, parce que, voilà, un président de droite, au moins, on sait qu'on va faire des manifs, mais des fois, on les fait reculer. Ça, on connaît. Le Pen, on connaît pas. Et c'est pénible de devoir reconduire Macron, je suis d'accord. Et je comprends même qu'on puisse se dire que finalement, on fait que repousser l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Mais
rien n'est écrit. La preuve, là on n'était pas loin. On a fait mentir les pronostics, on était qu'à 400 000 voix près de retourner la table et d'obtenir ce qu'on voulait. Ouais, des hydroliennes. Pour tous. On sait, vous avez tout fait pendant 5 ans pour résister à Macron. Et même, je vais vous dire, il y a certains de vos combats qui n'ont pas été vains. Il y a des choses qui ont avancé. Et la société a changé malgré tout, grâce à vos luttes et malgré la chasse aux islamo-gauchistes, la répression des gilets jaunes ou la répression judiciaire des militants climat. Sous Macron, on pourra continuer tout ça. On pourra amplifier ces dynamiques. Alors vous auriez aimé que le cauchemar s'arrête maintenant, qu'on puisse enfin souffler, qu'il y ait une respiration. Eh ben pour les prochaines années, faites encore mieux. Merci. Est-ce que les gens, ils ont oublié que Marine Le Pen était raciste, ou juste, ils s'en foutent en fait? Non mais moi je pense qu'ils s'en foutent. Bah regarde où on en est là. On en est à présenter le vote Macron comme un genre de truc antifasciste limite. Putain, c'est vraiment fait niquer.